Voilà, merci Monsieur Casimir. Alors maintenant, nous allons en arriver à la présentation des lauréats. Je vais vous expliquer le petit scénario pour que l'on se comprenne bien. Je vais d'abord citer le nom du prix et son objet, puis je vais appeler le membre du jury, qui est souvent son président d'ailleurs, qui va présenter le lauréat, puis j'appellerai le lauréat qui va présenter son travail, tout ça en quelques minutes, parce qu'il y a beaucoup de prix. Il n'y a pas de questions après chaque présentation, on n'a pas le temps, il y aura un verre de l'amitié après la séance, où vous pourrez éventuellement interagir avec les lauréats. Et puis je demande à chaque lauréat, après sa présentation, avant de retourner à sa place, de venir auprès de notre secrétaire perpétuel qui lui remettra le diplôme, vos diplômes. Je ne citerai pas le montant du prix en euros ni en dollars. Ils sont de montants extrêmement variables, certains sont très importants, certains de ces prix sont utilisés par les lauréats pour soutenir leurs recherches futures, et d'autres prix sont des vraies récompenses. On peut par exemple inviter madame ou mademoiselle ou monsieur le soir à un bon dîner, à coucher le soir, éventuellement avec le fruit, oserais-je dire, de ce prix. Voilà. Donc voilà le scénario. J'espère que tout le monde a bien compris. Alors nous allons commencer par le prix Alvarenga de Piauí, qui est décerné, et je cite, aux meilleures mémoires ou œuvres en français, néerlandais ou anglais, dont le sujet est au choix de l'auteur sur n'importe quelle branche de la médecine. Et je demande à notre collègue Yvon Anglaire, de la faculté des études de l'USP, de présenter le lauréat. Merci, Monsieur le Président. Donc, le prix a été attribué à M. Mohamed Al-Khatib, qui est né en 1980, qui dispose d'un master en biologie de l'Université d'Alep en Syrie et de multiples diplômes d'universités françaises de Nancy, Strasbourg, Montpellier, Paris 6, essentiellement dans le domaine de la reproduction, et d'un master en recherche et d'un doctorat à l'Université de Lyon, obtenu, qui a sanctionné le travail pour lequel nous allons l'honorer aujourd'hui. Ce travail est un travail sur l'imprinting génomique. Donc, vous savez que c'est un phénomène essentiel à la reproduction des espèces à reproduction sexuée, et dont je rappellerai qu'elle a fait une entrée un peu agitée dans la science moderne, puisque c'est les travaux démontrés depuis frauduleux de l'embryologiste suisse Ilmensee, qui publiait en 1983 la naissance d'un soubresaut par fusion des noyaux de deux oocytes, qui a quelque part précipité l'intérêt et la démonstration de l'importance de l'épigénétique dans la reproduction sexuelle. Alors, le candidat nous présentera son travail qui a été publié dans 5 très bons journaux top journaux dans le domaine de la biologie de la reproduction, dont particulièrement Human Reproduction, Human Molecular Genetics, Fertility, Sterility et Zygote. Je voudrais, avant de lui céder la parole, quand même dire un petit mot sur les autres candidats, parce que le jury n'a pas eu facile. Nous avions 5 candidatures qui avaient tous leur mérite, et le lauréat n'en est que une évidence. Merci, Monsieur Anglaire. Je signale à nouveau qu'il y a encore quelques places. Je vois, madame, vous pouvez profiter du déplacement de notre lauréat pour vous installer. Voilà, Monsieur Arti, vous avez la parole. Donc, bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de recevoir le prix de la part de l'Académie royale de médecine de Belgique. Mon travail porte sur la PMA vers meilleure évaluation et prise en compte des risques épigénétiques. En effet, la PMA représente actuellement environ 3% des naissances dans les pays développés chaque année.
Les techniques proposées par la PMA mettent en jeu des gamètes issus de couples infertiles et manipulent et les gamètes et les embryons in vitro. De ce fait, dans les années 2000, plusieurs études ont montré une augmentation de la fréquence des maladies épigénétiques chez les enfants issus de la PMA, notamment les syndromes BWS, où on a noté une augmentation de 3 à 6 fois chez les enfants issus de la PMA par rapport à la naissance spontanée dans plusieurs pays. Qu'appelle-t-on l'épigénétique? En effet, c'est des modifications qui touchent l'expression de gènes sans changer les séquences nucléotidiques de l'ADN, contrairement à la génétique. Parmi les marqueurs épigénétiques, nous avons étudié la méthylation de l'ADN, qui est très sensible au changement de l'environnement et qui joue un rôle important dans plusieurs domaines biologiques, notamment dans le développement embryonnaire précoce. En général, la méthylation inhibe l'expression de gènes. Donc, deux questions se sont posées. Les altérations épigénétiques via l'AMP sont-elles la conséquence de la manipulation in vitro ou préexistent-elles dans les gamètes en lien ou pas avec l'infertilité de couple? Pour répondre à ces deux questions, nous avons retenu deux nouveaux procédés de la PMA, la vitrification des ovocytes suivie d'une maturation in vitro et la culture prolongée des embryons humains. Pour cela, nous avons adapté la technique afin d'obtenir des résultats à partir d'un seul échantillon, soit un embryon ou un ovocyte, ce qui fait l'originalité de ce travail. Donc tout d'abord, pour évaluer le risque épigénétique de la nouvelle technique de la congélation ultra rapide des ovocytes, dite vitrification, nous avons étudié la méthylation de l'ADN des ovocytes obtenus de deux groupes de patients. Dans le premier groupe, les ovocytes ont été prélevés immatures, puis dévitrifiés et mûris in vitro transisor. Et dans le deuxième, des contrôles, les ovocytes ont été tout simplement mis en culture transisor. Nous avons obtenu des taux de maturation qui sont comparables et dans la fourchette supérieure de la littérature. L'analyse de profil de méthylation au niveau de deux régions étudiées, c'est des régions clés pour le syndrome BWS qu'on a vu tout à l'heure, montrent des taux de méthylation comparables et identiques dans les deux types de ovocytes, mûris in vitro ou dévitrifiés mûris in vitro. Donc, ce qui est tout à fait rassurant pour cette nouvelle technique de la vitrification ovocytaire. Donc, ce procédé, vitrification, dévitrification et mûrie in vitro, pourrait être une alternative promoteuse pour les femmes avant le traitement anticancéreux, pour préserver leur fertilité. On a noté que les ovocytes présentaient une morphologie anormale portaient des altérations épigénétiques. Ensuite, nous avons évalué l'impact de la culture prolongée des embryons. Nous avons mené 3 études, je veux citer que 2 aujourd'hui. Dans la première étude, nous avons montré qu'après culture in vitro, les embryons, 80% des embryons en échec de développement présentaient des altérations épigénétiques au niveau de 1 de 2 gènes de la pluripotence. Cette hyperméthylation anormale était significativement plus importante dans la population et ceux de la population de couples présentant une infertilité uniquement masculine. Dans la deuxième étude, nous avons également montré que certains embryons en échec de développement après culture in vitro présentaient des altérations épigénétiques au niveau de l'allèle paternel ou l'allèle maternel ou les deux. Nous avons recherché l'origine de ces altérations et nous avons trouvé que l'altération de l'allèle paternel a apparu au cours de la culture embryonnaire in vitro, tandis que l'altération de l'allèle maternel est apparue au cours de l'ovogenèse et était ensuite transmise à l'embryon en échec de développement. Alors pour conclure, on peut retenir que les altérations de la méthylation de l'ADN ne peuvent pas être seules responsables d'échec de développement chez l'homme, parce que certains embryons en échec de développement ont un profil normal de méthylation. Bien que la sûreté des techniques de la PMA reste en débat, nos premiers résultats sur la vitrification ovocytaire sont tout à fait rassurants. Bien sûr que maintenant, il faut les compléter en répétant les expériences sur un nombre plus important d'échantillons,
mais aussi, surtout, suivi à long terme les embryons, les enfants issus de la PMA, parce qu'on sait que certaines anomalies épigénétiques n'apparaissent qu'à l'âge adulte, comme diabète, cancer ou les maladies cardiovasculaires. Et finalement, pour terminer, je voudrais bien remercier tous les membres de mon équipe, notamment le chef d'équipe, Madame le docteur Annick Lefebvre. Je voudrais également remercier tous mes amis, notamment Rémi et Ghislaine, qui sont aujourd'hui avec moi. Et puis, un grand merci à ma famille qui me soutient à distance. Et merci à vous pour votre attention. Voilà, merci beaucoup.